Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette conférence à l'initiative de l'Institut La Boétie sur le libéralisme autoritaire. J'espère que tout le monde a réussi à survivre la nuit, pas dans un trop mal état. Avec un peu de chance, le temps va rester comme ça, donc c'est parfait. Je suis très heureuse de présenter cette conférence où vous aurez l'occasion d'entendre deux chercheurs qui sont aussi des animateurs de l'Institut La Boétie et le temps également de poser des questions, d'interpeller, de compléter et de commenter la discussion. Alors, je voudrais commencer à introduire un peu et à présenter nos intervenants et surtout le sujet sur lequel on va discuter pendant cette heure et demie sur la problématique du libéralisme autoritaire. En l'introduisant par une petite citation, je pense que un certain nombre d'entre vous devraient deviner d'où ça sort. En 6 ans, le macronisme, totalement ignorant de ce qu'est une société, des forces qui la composent, de ce qui peut s'y réveiller, répandant partout une violence inouïe, aura déposé une épaisse et confortable couche de fumier. Tout va y pousser avec une déconcertante facilité. C'est un extrait du dernier texte de Frédéric Lordon, que je vous invite à lire parce qu'il est très, très instructif, qui s'appelle « De la République policière à la République fasciste », point d'interrogation, qui est paru dans son blog lié au monde Diplo, La Pompe à Finance, et que je trouve assez intéressant. Donc l'ensemble du texte revient justement sur la Macronie et ce qui s'est passé au cours des derniers mois, que ce soit lors de la mobilisation contre la réforme des retraites et puis de manière générale, la licence donnée à la corporation policière et à la direction policière pour faire littéralement sécession, et plus largement sur ce que nous avons constaté, nous, en tant que parlementaires, en fait, assez tôt dans le premier mandat. Moi, je suis élue députée de Paris depuis 2017. Et cette dimension autoritaire de la Macronie, alors c'est peut-être parce que je suis membre de la commission des lois, et la commission des lois traite des sujets de justice, de liberté, de droit, de police, et donc c'est un peu la première matière, nous, de notre travail parlementaire en tant que commissaire aux lois. Mais c'est vrai que très tôt, les premiers textes ont été des textes sur les questions des droits et libertés, sur la restriction des droits et libertés, sur des remises en cause de l'état de droit, et c'est une dimension qu'on a sentie très vite. Nous avons produit au cours au terme de ce premier mandat, une brochure que je vous invite à lire qui est en ligne sur le site de la France Insoumise, sur la dérive autoritaire de la Macronie, où on reprenait l'ensemble des textes, nombreux textes, où directement ou indirectement, la Macronie avait mis en place un certain nombre de mesures de régression démocratiques, des mesures liberticides, et en étant en même temps, comme ils savent si bien le faire, des néolibéraux, des ultralibéraux forcenés, avec toutes les réformes antisociales qui ont parsemé le précédent mandat et qu'ils nous promettent pour le prochain, si on les laisse faire. Et donc, cette articulation, notamment dans le régime que nous connaissons aujourd'hui, que nous subissons aujourd'hui, entre la référence idéologique au libéralisme qui, comme le nom l'indique, devrait emporter une adhésion, une défense des libertés au sens large. Mais cela, c'est bien entendu du point de vue de la Macronie, on en discutera, et nos chercheurs et chercheuses pourront affiner cette analyse-là. La liberté pour la Macronie, c'est surtout celle du marché.
c'est la liberté économique de continuer à opprimer, de continuer à exploiter. Et le pendant, presque automatique, c'est l'autoritarisme pour maintenir le corps social dans un état de stupéfaction, dans un état de peur constante pour empêcher les résistances. Voilà, en tout cas, à gros traits, de manière très grossière, un peu, selon moi, les caractéristiques et ce que j'ai pu retenir de ces 5 années en tant que parlementaire et de voir la machine de l'intérieur et comment tout cela était mis en place. Et c'est fondamental, bien sûr, d'analyser cela, de le comprendre, de le déconstruire pour pouvoir le combattre. Voilà tout l'intérêt, je crois, de ce débat. Pour lequel nous avons la chance donc d'avoir 2 chercheurs, Razmig Köseyan, qui est sociologue et professeur à l'université de Paris-Cité, auteur donc, notamment de la cartographie des nouvelles pensées critiques avec son ouvrage Hémisphère gauche qui date de 2010, mais également connu comme l'un des meilleurs connaisseurs de Antonio Gramsci, de son œuvre. Il s'intéresse également à la problématique écologique, aux thématiques de racisme environnemental, à la financiarisation de la nature, aux problématiques du consumérisme et beaucoup d'autres sujets. Il est également co-responsable du département de planification écologique à l'Institut La Boétie. Nous avons également Marlène Banquet, excuse-moi, qui est sociologue et politiste, chargée de recherche au CNRS, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Ses travaux portent sur la finance, les modes d'accumulation, la financiarisation des entreprises, de la vie publique et de la fin de vie. Elle est autrice de plusieurs ouvrages tels que Alt Finance, comment la City de Londres a acheté la démocratie, avec Théo Bourgeron, qui date de 2022. Également La finance autoritaire vers la fin du néolibéralisme, également avec Théo Bourgeron. Et participe au comité de rédaction de plusieurs revues et co-anime le département de sociologie de l'Institut La Boétie. Je vais laisser la parole en premier lieu à Marlène. Pour nous éclairer justement sur cette notion de libéralisme autoritaire de manière un peu générale, théorique, et ses tendances, ses points de force et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à la France et qu'est-ce que ça dit au-delà de ce que j'ai évoqué sur la Macronie, mais de la société française aujourd'hui et de ce qui la travaille. Merci beaucoup Daniel. Alors je suis très contente de... Oui. Bien sûr. Je suis très contente de participer à cette table ronde qui me donne l'occasion de te rencontrer directement, ce qui n'était pas là jusqu'ici, et ce qui me donne l'occasion d'échanger directement avec Razmig, que pour le coup je connaissais, mais avec qui j'ai jamais non plus participé. On n'a jamais en fait été réunis autour de la même table, donc, enfin scientifiquement, donc voilà. Donc je me réjouis, et puis c'est une question que je trouve particulièrement intéressante, et qui est donc celle de, la question telle qu'en tout cas on me l'a posée et telle que du coup tu l'as reprise, c'est est-ce qu'on est rentré ou pas dans un nouveau stade du libéralisme autoritaire. Alors, brièvement, je voudrais juste un tout petit peu donner quelques éléments pour indiquer ce que c'est que ces symptômes, ces signes d'accroissement de l'autoritarisme qu'on observe. Alors, cette pression autoritaire, ce que je pense qu'on peut appeler une pression autoritaire, elle s'exprime d'abord, ça c'est le plus évident, par des changements de gouvernement, et parfois des changements de constitution quand ces nouveaux gouvernements arrivent au pouvoir. Donc en Europe, vous l'avez en tête, Orban en Hongrie, Duda en Pologne, Johnson au Royaume-Uni, je parle y compris de ceux qui sont partis entre-temps, Mélanie en Italie, en Italie, le Parti de la Liberté en Autriche, en dehors de l'Union européenne, Trump, Bolsonaro, bon. Cette tendance autoritaire, elle s'exprime aussi par l'augmentation de l'audience des organisations autoritaires qui, même s'ils ne prennent pas le pouvoir, ont de plus en plus de poids dans les pays où ils ne sont pas du coup encore au pouvoir. En France, évidemment, c'est l'augmentation de l'audience du Rassemblement national et puis d'Éric Zemmour, même si les choses ne sont pas complètement superposables. C'est la même chose avec la situation des démocrates en Suède, qui n'ont de démocrates que le nom, puisqu'en fait il s'agit d'une organisation nationaliste aux origines ouvertement fascistes. Et puis il s'agit plus récemment, vous avez peut-être suivi ça, de Javier Milei,
qui a obtenu qui est arrivé en tête des primaires pour la présidentielle en Argentine et qui est un libertarien autoritaire. Donc je vais d'ailleurs revenir sur cette formule. Donc ouvertement libertarien, il l'assume entièrement et qui, dans son projet, propose par exemple d'abroger le ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité et de revenir sur le droit à l'IVG. Donc ça, c'est pour la dimension autoritaire. Alors, ça, c'est les pressions majeures. Et puis, l'autre manière par laquelle les pressions autoritaires se manifestent, c'est aussi qu'elles exercent, ces organisations dites autoritaires, clairement autoritaires, elles exercent aussi des pressions sur des gouvernements qui se disent encore démocratiques, même si, évidemment, la question est posée. Alors, au Royaume-Uni, on le voit très bien, donc, où le ministre britannique de l'immigration, Robert Jenrick, a proposé récemment, reproposé de se retirer de la Convention des droits de l'homme, où Suella Braverman a indiqué que son rêve était de voir son rêve serait qu'il y ait une du Télégraphe où on verrait les migrants partir en avion dans des camps rwandais, et où depuis ce lundi 7 août, les premiers migrants ont été installés à bord du Bibi Stockholm, qui est une barge à quai, enfin vous avez certainement vu ça, qui doit pouvoir accueillir jusqu'à 500 migrants demandeurs d'asile et qui du coup sont accueillis à l'extérieur du Royaume-Uni pour ne pas rentrer. Et si on prend le cas de la France ces dernières années, on voit bien comment est-ce que ces pressions s'exercent aussi. Je donne quelques exemples issus de l'actualité récente, malheureusement ils sont très nombreux. Je pense par exemple au rugbyman argentin tué en plein Paris par des militants d'extrême droite, pas un mot de Gérald Darmanin. Aux élus menacés de mort ou de viol pour avoir défendu un projet d'accueil de réfugiés à Calac dans les Côtes-d'Armor, pas un mot de Gérald Darmanin. Au planning familial de Gironde, ciblé par des tags haineux, là encore pas un mot de notre ministre de l'Intérieur. Pareil quand des militants antifascistes ont été agressés dans le centre-ville de Poitiers. La future mosquée dévastée dans le Nord, les étudiants attaqués par des commandos baptisés Waffen-Assas. À chaque fois, le gouvernement, qui pourtant n'est pas un gouvernement ouvertement autoritaire, en tout cas qui ne se revendique pas être un gouvernement qui s'inscrit dans cette ligne politique-là, ne condamne pas ces violences directement issues de l'extrême droite. Et puis une autre chose qui est importante, c'est que au-delà de la question du lien de notre gouvernement avec l'extrême droite, il y a aussi la remise en cause de certains fondements démocratiques, pareil, par un gouvernement qui pourtant ne se dit pas directement autoritaire. Là encore, les exemples sont très nombreux. La chose dont on a beaucoup débattu pendant les amphis, c'est évidemment ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites, où Emmanuel Macron a pris position le 21 mars devant les parlementaires en disant que la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus, ce qui revient à dire que la manifestation en tant que telle n'a pas de légitimité et que si le peuple souhaite s'exprimer, il doit le faire seulement en votant. Et évidemment, parallèlement au fait de dire que le peuple n'a de légitimité à s'exprimer qu'en votant, le 49.3 fait que le Parlement est privé de ses droits de s'exprimer. Donc on voit bien que c'est une situation où les possibilités du coup de s'exprimer deviennent extrêmement faible. Et puis un dernier élément juste sur cette question des pressions autoritaires sur le gouvernement, qui est un élément plus discret, mais que je trouve important, c'est la reprise par des organisations politiques non officiellement autoritaires, donc ce qui est le cas de La République En Marche, d'éléments de langage qui sont ouvertement des éléments de langage issus de l'extrême droite, et qui en fait c'est assez important parce qu'il ne s'agit pas juste d'éléments de langage à des fins de communication, mais vraiment d'opérations de cadrage du débat public qui en fait ensuite finissent par créer les fondements d'une sorte de nouveau sens commun politique où il devient possible et normal d'utiliser ces catégories pour penser le réel, pour penser la chose politique. Et donc il y a deux exemples en France, il y en a plein, mais entre autres il y en a deux. Quand Emmanuel Macron a parlé le 24 mai du processus de décivilisation, pour la première fois, ce qui évidemment a permis à Marine Le Pen, à très juste titre, de dire que Emmanuel Macron venait de lui donner raison. Et puis quand il a repris, ça date d'il y a 3 ans, mais c'est néanmoins, je trouve, très frappant, quand il a repris la formule d'État profond, donc de Deep State, qui là aussi est une formule issue de l'extrême droite plutôt américaine, qui vise à dire qu'il y aurait au sein de l'État une sorte d'entité secrète qui en fait prendrait toutes les décisions et donc ne serait pas, ne serait pas en quelque sorte, se soustrairait à la décision démocratique. Donc il a repris cette formule. Donc ce qui est notable en tout cas, et c'est ce que tu disais en introduction, avec lequel je suis entièrement d'accord, c'est que ce renforcement autoritaire de l'État, dont je viens d'essayer de donner quelques éléments, il s'exerce sur les espaces sociaux et politiques, mais il ne s'exerce pas sur les espaces économiques. C'est une forme d'autoritarisme qui autorise en même temps une économie qui, elle, pour le coup, est très autonome, très peu soumise à l'autorité et très faiblement régulée. Alors, il y a beaucoup d'auteurs.
je sais plus. Ah ben parfait, donc c'est très bien. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont déjà parlé de ça, donc comme Wolfgang Streeck, Grégoire Chamaillou, Melinda Cooper, Queen Slobodian. Je les dis tous comme ça, peut-être certains, si vous en avez certains, il y a quand même un consensus pour dire du coup que la liberté d'accumuler, l'économie de marché ne sont pas contradictoires avec ces tendances autoritaires qu'on voit apparaître dans les anciennes démocraties du Nord et de l'Ouest, et que ce qui est en train de se passer, c'est plutôt que c'est la liberté d'accumuler qui semble être en train de devenir contradictoire avec la démocratie. Alors Grégoire Chamaillou propose, entre autres chercheurs, il propose la formule de libéralisme autoritaire pour qualifier cette situation paradoxale, enfin qui peut sembler paradoxale. Et je voudrais juste argumenter en 3 minutes pour une autre formule qui est celle de libertarianisme autoritaire, qui, je pense, en fait, permet un tout petit peu plus clairement, mais tout à fait dans la continuité des travaux de Grégoire Chamaillou, c'est pas du tout, mais qui permet juste, je pense, de qualifier un tout petit peu plus clairement ce qui se passe. Je vais argumenter juste quelques minutes sur ce point. Le libéralisme et le néolibéralisme, qu'on a connus, n'accordent pas la même valeur à la liberté, à l'intérêt général et à l'État que le libertarianisme. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête, et je vais juste exposer ce point. Pour les libéraux et pour les néolibéraux, donc qui sont globalement le régime dans lequel on a grandi, enfin en tout cas pour les gens qui ont mon âge et puis encore plus pour les plus âgés, peut-être moins pour les plus jeunes, il existe des libertés fondamentales, donc la liberté de conscience, d'expression, d'association ou de propriété qui sont considérées comme inaliénables. Ça signifie que même pour améliorer l'efficacité économique, on ne peut pas, quand on est libéral ou néolibéral, revenir sur ces libertés. Par ailleurs, pour les libéraux et pour les néolibéraux, ils défendent l'idée que c'est tout à fait OK qu'il y ait des inégalités sociales, mais que par contre, il faut qu'il y ait un petit peu d'égalité des chances. Donc l'impôt, par exemple, est acceptable. Certaines formes de mécanismes redistributifs sont acceptables, notamment dans la mesure où ils permettent d'équilibrer un peu les chances de départ. Pour les libertariens, la situation est très différente, car la seule et unique liberté qui est inaliénable, c'est la propriété de soi et la propriété de ses biens. La liberté, donc comme le dit Yann Naverson, c'est la propriété, ce qui signifie qu'aucun État ne doit pouvoir venir limiter la liberté de ce que vous faites de vous-même, de votre corps, et de vos biens. Merci. Ça signifie qu'ils sont opposés, par exemple, on n'a pas le droit, donc quand on est libertarien, d'interdire certaines transactions financières ou certaines transactions économiques qui pourraient, par exemple, créer des situations de monopole. Pour un libéral ou un néolibéral, qu'on interdise des ventes ou des achats d'entreprises qui risqueraient de fausser la concurrence et de créer du monopole, c'est OK. Pour un libertarien, c'est pas OK, parce que ça revient malgré tout à limiter ce qu'il a le droit de vendre ou d'acheter, donc ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, l'homme d'affaires libertarien Peter Thiel disait que la concurrence, c'est pour les losers. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. De la même manière, pour les libertariens, l'impôt est illégitime. Et de la même manière aussi, et ça c'est pour certains d'entre eux, donc c'est en débat, mais en tout cas, malheureusement pour Javier Milei, ce n'est pas en débat, l'avortement est aussi interdit parce que ça prive de son droit inaliénable à la propriété de lui-même, le fœtus. Donc ça, on voit bien qu'il y a là du coup une différence importante entre libéraux, néolibéraux d'un côté, là je les mets dans le même sac pour des raisons de temps, et les libertariens de l'autre. Sur la question du bien commun, de la même manière, il y a une différence importante. Pour les libéraux et néolibéraux, je pense par exemple à Adam Smith ou à Hayek, leur idée c'est que si chacun poursuit son intérêt individuel à s'enrichir et si chacun essaye d'accumuler et si chacun défend ses intérêts, ça produira à terme du progrès social et ça produira à terme un enrichissement global et donc une forme d'intérêt général. Donc dans la pensée libérale et néolibérale, en fait, en poursuivant votre intérêt individuel, vous n'êtes pas en contradiction avec l'intérêt commun. En fait, vous allez produire de l'intérêt commun. Donc il y a quand même une pensée à mon sens fausse, mais néanmoins une pensée de l'intérêt commun. Les libertariens, la situation est différente, ils le disent explicitement, ils défendent la liberté par principe. Pour reprendre une expression qu'on a bien entendue, notamment en 2020, ils défendent la liberté quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que c'est une conception non conséquentialiste de la liberté. Je défends la liberté de faire, chaque individu doit avoir le droit de faire ce qu'il veut de son corps et de ses biens, et peu importe les effets que ça a sur le collectif, de toute façon, c'est un principe qui n'est pas discutable. Donc il n'y a pas de pensée de l'État, du bien commun. Et la dernière question sur la question de l'État, c'est que par conséquent, on se doute bien que libéraux et néolibéraux d'une part et libertariens de l'autre ne vont pas avoir non plus la même conception de l'État, puisque les libertariens visent à restreindre
toute forme d'intervention de l'État, y compris dans ses fonctions régaliennes, et en envisageant même que l'État puisse devenir une forme d'agence privatisée. Chez certains libertariens, il y a l'idée qu'on n'aurait peut-être même pas besoin d'un État minimal public, mais qu'on pourrait très bien avoir des agences privées qui prennent en charge, par exemple, la sécurité des citoyens ou un certain nombre de tâches minimales de ce type. Et Javier Milei, par exemple, propose lui aussi de réduire drastiquement les dépenses publiques et il ne parle pas d'un État réduit, il parle bien d'un État zéro. De la même manière, ça y est, j'ai fini dans 2 secondes pour ça. De la même manière, ils sont aussi contre les institutions régionales et internationales, puisqu'ils veulent, donc ils sont contre, ils sont très hostiles globalement à l'Union européenne, au FMI, à toutes les institutions d'organisation en fait de la concurrence à l'échelle internationale, régionale ou internationale, puisqu'ils veulent pouvoir être libres de contracter avec qui ils veulent, quand ils veulent. Alors ça, c'est ce qu'on a montré dans le livre Al Finance qu'une bonne part d'entre eux avaient du coup financé la campagne du Brexit, puisqu'ils sont donc très hostiles vis-à-vis de l'Union européenne, qui pour eux reste une institution régionale qui limite leur liberté. Mais on peut aussi penser à Donald Trump, qui a refusé de nommer les juges américains de l'organe de règlement des différends de l'OMC, et qui en fait a conduit l'OMC à ne plus pouvoir arbitrer. Voilà. Donc tout ça pour dire que libertarianisme autoritaire, et pour conclure, ça peut sembler contradictoire, mais c'est pas contradictoire, parce qu'évidemment, quand on est hostile à tout mécanisme redistributif et à tout partage, même sous des formes minimales de richesse, évidemment, comme manière de faire société, il ne reste plus grande chose d'autre que l'autoritarisme et potentiellement la répression. Et c'est un peu la conclusion d'ailleurs du philosophe politique Samuel Freeman qui dit d'ailleurs, et je m'inscris tout à fait là-dedans, que alors lui il dit le libertarisme, je pense que c'est mieux de lire libertarianisme pour distinguer bien les libertaires des libertariens, est un courant de pensée illibéral. Et voilà, ça me paraît tout à fait juste. Donc je crois qu'en tout cas, ce qui est en train de se passer, sommes-nous dans une nouvelle phase? Je dirais que la nouvelle phase dans laquelle on est, c'est que les institutions néolibérales qui ont été très dominantes jusqu'à la crise financière de 2008 sont en train d'être concurrencées, travaillées par un mode de gouvernement alternatif que je pense on peut qualifier de libertarien autoritaire. Merci, je vais plutôt me mettre debout, je serai plus à l'aise. Merci, bonjour à toutes et tous, je suis très content moi aussi de prendre part à ce débat avec Daniel et Marlène. Je vais partir d'un peu plus loin historiquement, mais je pense que ça convergera avec bien des éléments que tu as donnés. Je voudrais qu'on commence par faire l'effort de se mettre à la place d'un libéral ou d'une libérale. Pas forcément facile à faire, mais je pense qu'il faut toujours essayer de se mettre à la place de ses adversaires. Oui, pour essayer de les comprendre et ensuite, évidemment, le cas échéant, les combattre. Comment est-ce qu'un libéral il définirait le libéralisme? Il me semble que, entre autres choses, il pourrait dire les 2 choses suivantes. La première chose qu'il dirait, c'est que le libéralisme, c'est une théorie des limites de l'État. C'est pour ça que les libéraux sont évidemment très favorables à la société civile, définie comme étant à l'extérieur de l'État, d'une part, qui sont très favorables également à la liberté, définie négativement comme l'absence de contraintes. Donc c'est fondamentalement une théorie des limites de l'État. Ces limites, elles sont délimitées par quoi? Elles sont délimitées par l'existence de droits naturels, historiquement, dans le libéralisme du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les individus que nous sommes avons des droits naturels qui nous viennent soit du bon Dieu, soit de l'appartenance à l'espèce humaine en tant que telle, et donc qui sont inaliénables et pas non plus par l'État, qui, lorsqu'il empiète sur ces droits naturels, eh bien, se met dans son tort. C'est pour ça aussi que les libéraux au XVIIe et XVIIIe siècle, je pense notamment à John Locke, sont parmi les premiers théoriciens du droit de résistance à l'autorité ou à la tyrannie. Un siècle avant la Révolution française, donc c'est chez Locke, le droit de résistance à la tyrannie. C'est quoi le droit de résistance à la tyrannie? C'est justement quand l'État il empiète sur les droits naturels et que donc les individus que nous sommes avons le droit de résister à tout ceci. Deuxième point que dirait un libéral, je pense, c'est que les libertés économiques et les libertés politiques sont indissociables, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire qu'un régime, comme par exemple l'Union soviétique telle que perçue par les libéraux de la guerre froide, qui voudrait planifier l'économie, donc ne pas respecter les libertés économiques, et par là même aussi un régime qui est tyrannique parce qu'il ne respecte pas les libertés politiques. Okay, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre chez les libéraux et les néolibéraux. Okay, donc c'est pour ça que les libéraux et les néolibéraux, pendant la guerre froide, ont passé leur temps à ferrailler contre toute idée de planification, parce que la planification, c'est la négation de l'initiative privée en matière économique. Vous avez ça chez Hayek, par exemple, 1947, je crois, La route de la servitude, l'un des grands livres de Friedrich von Hayek,
qui est vraiment le livre de guerre froide par excellence du néolibéralisme, qui dit exactement cela. Vous ne pouvez pas avoir de liberté politique, des droits démocratiques, si vous n'avez pas aussi le droit d'initiative privée, la propriété privée, etc., etc. Tout ceci conduit donc les libéraux à définir une position qui est la position d'un individualisme moral et politique. L'individu est la valeur suprême dans tout système politique. C'est aussi simple que ça. C'est résumé par une formule bien connue de Margaret Thatcher, que vous avez, je pense, toutes et tous entendu. Septembre 1987, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. C'est une phrase que prononce Margaret Thatcher, qui était une grande lectrice de Hayek, vous le savez peut-être, pour dire en gros exactement ce que j'ai dit, c'est que l'individu est la valeur suprême ou le bien suprême en matière d'organisation politique des sociétés humaines, et que donc le néolibéralisme ou le libéralisme font tout pour favoriser l'individu, et bon, vous avez compris. J'arrête de me mettre à la place d'un libéral et je reviens au réel et à la position critique qui doit être la nôtre pour introduire maintenant deux éléments qui sont absolument essentiels et qui vont nuancer toute l'histoire que je viens de raconter et qui est la manière dont un libéral se... En fait, cette phrase de Margaret Thatcher, je repartirai de là, elle est toujours citée de manière incomplète. Il y a une suite à cette phrase, vous la connaissez peut-être. Margaret Thatcher, elle dit « Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus et des familles. » Et des familles. C'est ça la phrase complète de Margaret Thatcher. En réalité, il y a plusieurs versions. La version que j'emprunte ici, c'est une version qui complète les individus et la famille. C'est absolument significatif de ce que c'est que la position du libéralisme classique et aussi du néolibéralisme. C'est-à-dire que les libéraux ne sont pas contre toute forme de collectif. Ils définissent ou distinguent certains collectifs comme étant des collectifs naturels, étant dans l'ordre des choses, étant dans l'ordre naturel. Okay ? La famille en est un. Évidemment. Et c'est ça qui fait que dans l'histoire du libéralisme et du néolibéralisme, c'est pas du tout uniquement un individualisme moral et politique radical, mais c'est aussi des politiques qui souvent ont convergé avec des formes très classiques de conservatisme. Donc le libéralisme et le conservatisme convergent autour justement de la défense de collectifs qui ne sont pas des constructions humaines comme l'État par exemple, mais qui sont des constructions que les libéraux et les néolibéraux considèrent comme étant naturelles, comme la famille. Okay ? Et donc là, on voit apparaître évidemment très clairement et depuis très loin dans l'histoire du libéralisme, déjà les germes de ce que c'est que le libéralisme autoritaire. Certains auteurs considèrent qu'il n'y a pas de libéralisme autre qu'autoritaire d'une certaine façon, pour notamment la raison que je viens d'indiquer. Évidemment, dès lors qu'on pose le problème en termes de libéralisme autoritaire, on postule l'idée qu'il y aura un libéralisme qui ne le serait pas. Mais ça, c'est remis en question évidemment par toutes sortes d'historiens qui sont des spécialistes aussi bien du libéralisme que du néolibéralisme. Je pense qu'avoir la version complète de cette phrase de Thatcher est vraiment une bonne boussole théorique et politique pour s'orienter dans ce que c'est que le libéralisme et le néolibéralisme. Bon. Donc en gros, dès l'origine, libéralisme et conservatisme convergent intellectuellement et aussi donc politiquement. C'est ça le point que je veux, sur lequel je veux insister. Donc ça, c'est un premier point essentiel à prendre en considération. Ce que j'ai dit en me mettant à la place d'un libéral, c'est une sorte de fable que se racontent les libéraux à eux-mêmes et aux autres, mais dans la réalité de ce que c'est que l'histoire du libéralisme et dans la réalité des pratiques politiques qui en découlent, en réalité, le libéralisme est beaucoup plus proche du conservatisme que souvent les libéraux ne souhaitent le reconnaître. Le deuxième point essentiel, je crois que ça va aller, le deuxième point essentiel, il concerne la distinction entre le libéralisme et le néolibéralisme. Il y a plein de manières de concevoir cette distinction et on ne va pas avoir le temps évidemment d'aborder toutes les théories possibles concernant dans la transition de l'un à l'autre. J'en propose une, c'est pas à moi d'ailleurs, c'est une conception de cette transition qui existe, c'est que en gros on peut concevoir le néolibéralisme comme ce que devient le libéralisme après l'émergence du socialisme, comme une réponse au socialisme, à l'émergence du mouvement ouvrier et du marxisme en particulier. Évidemment, c'est un peu réducteur de dire cela, mais à mon avis, une partie de ce que devient le libéralisme s'explique à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, en réponse en quelque sorte à l'émergence du socialisme, du marxisme et du mouvement ouvrier, comme phénomène de contestation évidemment de l'ordre établi. Okay ? Donc en gros, c'est ça la grande césure ou le grand événement qui va survenir dans l'histoire du libéralisme et transformer une partie du libéralisme en néolibéraux, c'est l'émergence d'une contestation antisystémique, si vous voulez, qui prend la forme du mouvement ouvrier, du socialisme, etc. Et donc, le néolibéralisme va être véritablement une idéologie de combat
face à ce phénomène nouveau qu'est le socialisme et le marxisme. Alors je vous donne, je n'ai pas le temps de développer, mais je vous donne juste une citation qui est assez marquante pour qu'elle résume beaucoup de choses. C'est une citation de Ludwig von Mises, qui était l'un des fondateurs du néolibéralisme, l'un des plus grands critiques dès les années 20 de toute expérience de planification économique, l'un des meilleurs amis de Hayek, un membre de la Société du Mont Pèlerin, qui est une sorte de société savante créée en 1947 de défense du néolibéralisme. Voici ce que dit Mises en 1927 dans un livre qui s'intitule « Le libéralisme ». On ne peut nier que le fascisme et des mouvements similaires visant à établir des dictatures sont pleins de bonnes intentions et que leur intervention a pour le moment sauvé la civilisation européenne. Le mérite que le fascisme a acquis vivra ainsi éternellement dans l'histoire. Mais, ajoute Mises, il n'est pas du genre à pouvoir promettre un succès continu. 1927. Ok ? Donc, l'argument ici, c'est quoi ? Je ne suis pas du tout en train de dire que Mises est un fasciste. Pas du tout, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est que Mises est fondamentalement un penseur de combat qui considère que face à la menace qui se lève à l'Est en 1917, face à la menace que représente le mouvement ouvrier, la gauche, etc., le compromis avec le fascisme, ou en tout cas le fait de reconnaître que le fascisme a sauvé la civilisation européenne, est quelque chose... Ça, c'est très ancien dans l'histoire du libéralisme et du néolibéralisme. Encore une fois, il ne faut pas tout mélanger et dire que des gens comme Mises sont d'une certaine manière des fascistes. Ce n'est pas du tout ça le propos. C'est de dire que, en fait, le néolibéralisme, c'est fondamentalement une idéologie de combat dans le cadre d'une contestation antisystémique du capitalisme qui va survenir à la suite de l'émergence du mouvement socialiste. Donc en gros, le point important, c'est que le fascisme a sauvé la civilisation européenne. Mises s'ajoute, il n'est pas du genre à pouvoir promettre un succès continu. Donc évidemment, on ne va pas miser sur le fascisme, au sens où être nous-mêmes des fascistes, mais on va considérer... combien de temps il me reste, Daniel ? 6 minutes. Non, 1 minute. Ah, c'est jusqu'à 15 minutes. Ah, 15 minutes. Ah, bah c'est parfait. Okay. Je crois que Marlène a fait 10. Je peux couper. T'as fait 15. Ok. Ok, parfait. Ok, c'est parfait. Pardon, excusez-nous, un petit problème d'organisation. Donc, vous avez compris le propos. Mon propos, c'est de dire qu'il y a ce que racontent les libéraux sur eux-mêmes et ce qu'ils racontent aux autres. Et puis ensuite, il y a la réalité du libéralisme et du néolibéralisme qui, d'un côté, va vers les collectifs définis comme étant naturels, la famille par exemple, par opposition à ceux qui sont des constructions humaines, et d'autre part, il y a les compromis que font les libéraux avec le fascisme quand la contestation antisystémique du système, antisystémique en l'occurrence du capitalisme, se fait trop forte. Alors aujourd'hui, je saute un peu rapidement historiquement, mais c'est pour les besoins de la présentation qui doit être évidemment synthétique. Aujourd'hui, évidemment, le néolibéralisme mute à nouveau. Le libéralisme et le néolibéralisme, ils ont une longue histoire, et à chaque fois que des événements historiques surviennent, des mutations se font toujours dans le néolibéralisme. C'est toujours le libéralisme et le néolibéralisme, mais à l'intérieur de cet espace idéologique, de ces pratiques politiques, il y a des modifications qui arrivent. Et là, je pense que ça va converger avec ce qu'a dit Marlène. Je pense que depuis la crise de 2008, en réalité, il y a une mutation fondamentale qui s'opère à l'intérieur du néolibéralisme, qui d'un côté débouche sur une forme de néolibéralisme en effet de plus en plus autoritaire, et d'autre part, et ça va probablement ensemble, même si ce n'est pas évident forcément de faire le lien entre les deux, conduit à un néolibéralisme qui est aussi plus interventionniste sur le plan économique. Alors ça, peut-être que là, il y aura un élément de divergence. En d'autres termes, l'État intervient plus. On est toujours dans le néolibéralisme, mais les interventions étatiques sont plus importantes parce que, pour dire les choses en des termes très généraux, la crise du système s'aggrave. Et la crise du système s'aggravant, elle oblige aussi l'État à intervenir davantage. Alors je donne 4 ou 5 éléments de caractérisation des raisons qui expliquent cet interventionnisme accru de l'État. D'abord, je l'ai dit, la crise financière de 2007-2008, qui conduit l'État à opérer un sauvetage des marchés financiers, des banques en particulier, et nous sommes toujours aujourd'hui évidemment sous un régime qui est largement un régime de crise financière et de crise économique. L'État continue à soutenir massivement les marchés financiers, mais plus généralement le fonctionnement de l'économie. Évidemment, là-dedans, il faut introduire aussi la parenthèse qu'a été le Covid, qui n'est en fait pas une parenthèse, et qui a conduit, comme dit Romaric Gaudin, qui intervenait hier, l'État à mettre en place ce que Romaric appelle un socialisme de congélation. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. Un socialisme pour les riches qui consiste à congeler l'économie le temps des confinements. Bon. Évidemment, le socialisme de congélation, ça suppose un interventionnisme de l'État extrêmement fort. Okay, bon, c'est l'État qui congèle, quoi. Donc
c'est un socialisme de congélation de l'économie. C'est une excellente formule. Deuxièmement, il y a depuis la chute du mur de Berlin une contestation extrêmement importante, et ce sera mon avant-dernier point, du système. Évidemment, la chute du mur de Berlin a clos un cycle politique long qui avait commencé avec la révolution de 1917, mais aussitôt un nouveau cycle politique est apparu, avec par exemple le mouvement altermondialiste, avec l'émergence des gauches latino-américaines dans les années 2000, avec Occupy Wall Street, avec l'émergence de partis politiques de type, évidemment, la France Insoumise, Podemos, Syriza, etc. Bref, on pourrait consacrer un débat entier à la contestation du système depuis les années 90, mais il est tout à fait clair que le caractère de plus en plus autoritaire de l'État est aussi une réponse à ces mouvements antisystémiques. Il faut toujours penser le libéralisme, et en particulier le néolibéralisme, comme étant aussi dans une dialectique de réponse à la contestation du système. C'est extrêmement important. Et donc, bon, on pourrait détailler tout ça, mais bon. Il y a encore deux éléments, et ce sera mon... Sur le plan de l'interventionnisme de l'État, évidemment, il y a le problème du changement climatique. Pendant quelques années, on a expérimenté des solutions de marché au changement climatique, mais plus personne ne croit à ces solutions de marché, et je ne pense pas non plus les libéraux sérieux. Et par conséquent, l'idée aujourd'hui, y compris au sein de l'État, y compris dans des secteurs qui sont des secteurs gouvernementaux, bureaucratiques, de la haute fonction publique, l'idée qu'il faut une intervention de l'État accrue pour essayer de résoudre le problème du changement climatique est quelque chose qui fait clairement son chemin par rapport aux solutions de marché qui étaient mises en évidence dans les années 90. Et tout dernier point, et ça je pense que ça change aussi l'ambiance générale dans laquelle on se trouve, c'est, je crois, ce qu'on pourrait appeler le défi chinois. En fait, pendant toute la période que j'ai indiquée, à partir de la fin des années 70, la Chine opère un tournant capitaliste, mais c'est un tournant capitaliste qui va combiner de manière parfaitement originale la liberté des marchés relative, mais avec un État qui continue à contrôler ce que Lénine appellerait les hauteurs stratégiques de l'économie. Okay, donc c'est un néolibéralisme d'une certaine manière à un certain niveau, mais avec un État qui était extrêmement actif. Et en réponse à la montée en puissance de ce défi chinois, du côté occidental, et je pense notamment à l'expérience Biden, mais ça nous emmènerait trop loin, il y a clairement une volonté de réactiver les leviers de l'État pour, en quelque sorte, trouver une réponse appropriée à la montée géopolitique et économique de la Chine, 14 minutes 17. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça éclaire de manière très, très juste et très intéressante la définition un peu des concepts. Là, Marlène, ce que tu nous as présenté, et ce que vous nous avez présenté tous les deux, c'est la filiation, l'héritage idéologique un peu de la droite, de la Macronie, dans laquelle ce régime et ce pouvoir s'inscrivent. Je voudrais, Marlène, notamment en lien avec un de tes ouvrages sur la finance autoritaire, t'interpeller sur l'extrême droite, le rapport entre les liens entre l'extrême droite et cette finance, et y compris, puisque tu l'as évoqué aussi, Razmig, comment est-ce que ce courant se situe comme un allié potentiel, ça a été évoqué, et y compris par rapport à, dans l'histoire de l'extrême droite, il y a ce rapport particulier au capitalisme où ils prétendent défendre les intérêts des petites gens, c'est ça la dimension, la dimension pseudo-sociale qui veulent se donner, mais en définitive se retrouvent toujours du côté du capital, du grand capital, etc. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus du coup sur cette relation particulière entre capitalisme financier néolibéral et extrême droite? Merci beaucoup. Mais alors je constate que vous levez tous quand vous parlez. Du coup, je me dis... Ben moi, je suis bien assise en fait, mais ça vous, du coup, c'est bon, c'est ok pour vous, bon. Mais non, mais c'était pareil à la conférence de tout à l'heure. Tout le monde était debout, je me sentais un peu. Bon, je reste assise alors. Ok. Oui, alors merci beaucoup pour cette question. Et puis, c'est effectivement, ce que tu as dit aussi, Razmig, me fait réagir en même temps.
Enfin, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est pourquoi est-ce que ça change ? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce moment de changement ? Tu as avancé des explications, Razmig, en parlant de la crise financière et d'autres explications, notamment la montée en puissance de la Chine. Je crois que si on est matérialiste dans un sens très large de matérialiste, il faut néanmoins se dire que quand il y a des modifications majeures au sein des modes de gouvernement, il y a probablement aussi des modifications majeures sur le plan des relations sociales et sur le plan des relations entre les catégories sociales. Et pour le dire encore un peu plus précisément, il y a probablement des modifications dans les modes d'accumulation et dans l'état des forces productives, c'est-à-dire de toutes les... Là c'est un vocabulaire qui est matérialiste, mais je l'utilise de manière vraiment large. Voilà, et je trouve du coup que, à mon sens en tout cas, c'est l'effort qu'il faut essayer de faire, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est en train de changer dans la manière dont on accumule du capital aujourd'hui. Et effectivement, c'est absolument lié au changement climatique, puisque parmi les choses qui entrent dans les procédures d'accumulation de capital, il y a évidemment la nature, et entre autres forces productives, donc c'est bien sûr décisif. Et là, alors je voudrais juste distinguer seulement peut-être pour clarifier les choses, 3 manières d'accumuler. C'est un peu probablement idéal typique et peut-être un peu archétypal, mais je pense néanmoins que c'est juste et que ça permet de s'y retrouver un peu. Et puis c'est des choses qui sont certainement qui sont connues pour une part d'entre vous. Donc on est quand même sorti après la guerre, donc après une période... après la guerre, jusqu'aux années 70, dans nos vieilles démocraties, encore une fois, je dis vieilles parce qu'elles avaient plus d'un siècle, du Nord et de l'Ouest, on a connu un mode d'accumulation qui reposait sur des dettes financées par des banques qui elles-mêmes étaient largement nationalisées. Donc c'est ce qu'on a appelé l'économie d'endettement et qui reposait aussi sur ce que Jason Moore, un historien et un sociologue américain, appelle la cheap nature, c'est-à-dire la nature bon marché. Donc en fait, voilà, pour accumuler, après la guerre, on pouvait utiliser une nature bon marché, des forces productives bon marché. On prenait de la dette auprès d'une banque que l'État contrôlait, et puis on investissait tout ça dans une entreprise dont on était actionnaire. Évidemment, il y avait d'autres manières de faire, mais disons que c'était ça la manière majoritaire. Et donc cet État, il était libéral, mais aussi partiellement redistributif. À partir des années 60... Je vais vraiment pas m'en sortir avec mes cailloux, là qui sont bien utiles, mais merci beaucoup Daniel. À partir des années 70, la situation s'est un peu modifiée et c'est ce qui est connu comme ça, c'est ce qu'on appelle un peu couramment la financiarisation, c'est-à-dire que les chaînes de la finance se sont diversifiées et privatisées. Et il y a 2 choses, à mon avis, vraiment majeures dans cette période pour comprendre ce qui a changé et pourquoi est-ce qu'on est entré dans cette phase néolibérale, même si je trouve très intéressante l'idée effectivement que d'ailleurs, c'est concomitant. En fait, ces nouveaux modes d'accumulation sont aussi ces nouveaux modes d'accumulation je trouve intéressant l'idée du néolibéralisme comme réaction à un certain état des contestations ouvrières et populaires. Mais je pense aussi quand même que c'est important, encore une fois, de regarder ce qui se passe dans les manières d'accumuler au même moment, dans les mêmes démocraties de l'Ouest et du Nord où ce néolibéralisme se développe. Donc ce qui apparaît de très nouveau dans les années 70, c'est la montée en puissance de la bourse, des marchés cotés, et l'apparition de grosses institutions financières privées qui vont collecter de l'épargne. Et donc c'est en fait à partir des années 70 que les banques, les assurances, les fonds de pension pour les pays qui ont des fonds de pension, se sont retrouvés à avoir accès massivement au capital des gens, puisque quand vous êtes un ménage, vous avez forcément votre argent dans une banque, donc vous donnez un bout de votre épargne à la banque, vous êtes obligé de contracter des assurances, et puis si vous n'avez pas de système de retraite public, vous êtes aussi obligé de mettre de l'argent dans un fonds de pension. Donc ces grosses institutions collectrices d'épargne se sont développées, elles ont été privées, ce qui signifie qu'en fait l'État est devenu moins protecteur, moins redistributif, puisqu'une part de ses fonctions redistributives et une part de ses fonctions se sont mis à être assurées par des institutions privées, et puis que parallèlement il s'est aussi retiré de beaucoup d'entreprises, puisqu'il a rendu disponible pour l'achat et pour la vente un nombre croissant d'entreprises. Donc ça c'est une sorte de première financiarisation, de moment de financiarisation, qui en fait est accompagné par les grandes institutions régionales et internationales, notamment par l'Union européenne,
Et puis par le FMI qui encourage ce mouvement de néolibéralisation, de financiarisation de l'économie et qui change un peu les manières d'accumuler. C'est-à-dire que pour accumuler dans cette période néolibérale, vous n'accumulez plus avec de la dette. En fait, vous êtes une grosse institution financière, vous prenez l'argent des ménages et vous l'investissez en bourse. Donc vous n'investissez plus avec de la dette, mais vous investissez avec les fonds issus de la centralisation de l'épargne. Et vous investissez, encore une fois, globalement beaucoup en passant par la bourse. Donc ça, c'est le mode de financement, si je puis dire, qui, à mon sens, a été vraiment le mode d'accumulation qui a été un peu au cœur, qui était le sous-jacent à des régimes et des modes de gouvernement qu'on peut qualifier de néolibéraux. Et le compromis, si je puis dire, qui était passé avec les populations, le compromis néolibéral passé dans ces années 90-2000 avec les populations, c'était... Certes, les inégalités vont se creuser, puisque de fait, l'État est moins protecteur, moins redistributif. Certes, vous risquez davantage d'être exposé à la précarité, mais vos libertés fondamentales seront garanties. Donc, vous serez appauvri, probablement plus souvent licencié, mais vous aurez une pleine liberté d'expression et de mobilité. Ce qui est déjà ça, parce qu'en fait, au final, ne sous-estimons pas la réduction des libertés fondamentales qui, quand même, pose problème quand elles interviennent. À partir de la crise financière de 2008, les choses changent et il y a à nouveau une transformation dans les chaînes de la finance et dans les chaînes de l'accumulation qui fait que, alors, lesquelles, pour le dire de manière très synthétique, les deux grands changements, les deux grandes innovations sur le plan économique, c'est la gestion pour compte de tiers et le développement de toutes les opérations en dehors de la bourse. Alors la gestion pour compte de tiers, ça semble technique, ça ne l'est pas. En fait, c'est simplement que se développe, en fait, ça date de la fin des années 90, mais monte en puissance tout ce qu'on appelle les fonds. Donc le plus connu, c'est BlackRock. Voilà, c'est tous les gros fonds qui, en fait, n'ont pas d'accès direct à l'épargne des ménages. Ce ne sont pas des gens à qui vous donnez directement votre argent. Ce sont des gens à qui ceux qui ont de l'argent donnent leur argent pour qu'ils l'investissent. Ce sont des intermédiaires financiers, c'est-à-dire que vous avez des grosses institutions, des banques, des assurances, vous les avez toujours, ceux-là, sauf qu'ils investissent plus directement. Ils passent par ces intermédiaires qui sont des fonds. Il y a toutes sortes de fonds, des hedge funds, des fonds de private equity, des fonds impact. Il y a toutes formes de fonds, mais peu importe, tous ces fonds ont en commun qu'ils font de la gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire qu'ils investissent de l'argent qui n'est pas à eux. Et ces intermédiaires financiers deviennent extrêmement puissants et ça change complètement les choses parce que d'abord, ils prennent beaucoup moins de risques, ils prennent beaucoup plus de risques plus exactement puisqu'ils ne portent pas le risque qu'ils prennent, puisqu'ils investissent encore une fois du capital qui a juste été placé en gestion chez eux mais qui n'est pas du capital pour lequel sur lequel ils n'ont pas de compte à rendre, si je puis dire. Et puis voilà. Et donc ça, c'est la première innovation. La seconde, c'est l'apparition de toutes les opérations en dehors de la bourse. Et là, c'est un point important et du coup qui rejoint aussi, qui fait aussi écho à des choses que tu as dites, Razmig. C'est-à-dire qu'évidemment, ces intermédiaires vont être, on re-rentre dans une phase de ce que David Harvey, après Rosa Luxembourg, appelait accumulation par dépossession. C'est-à-dire, ils vont chercher à transformer le plus de choses possibles en actifs financiers, des choses que la période néolibérale avait laissées en dehors de la financiarisation. La première chose, c'est l'immobilier. Donc, on va se mettre à avoir de l'immobilier financiarisé, ce qui n'était pas le cas. On peut maintenant, l'immobilier peut devenir un actif financier. Et puis, bien évidemment, le vivant, humain et non humain. Et notamment, c'est tout le grand développement des actifs naturels qui est apparu à ce moment-là. Alors, je prends par exemple... Merci. Je prends un exemple, par exemple, Ricardo Bayonne, qui est cofondateur en 2007 d'un fonds spécialisé dans les actifs naturels qui s'appelle Eco Asset Management Partners et qui était un militant des marchés volontaires du carbone, de la généralisation des banques d'atténuation et qui siège aujourd'hui au sein d'un autre fonds qui s'appelle Encourage Capital où il s'occupe des transactions liées à l'eau et donc à toutes les transactions qui du coup interviennent sur l'eau comme actif. Disait donc avec disait sans embâge, si je puis dire, ce qui semblait surprenant, que dans la période précédente, ce qui était cher et donc rare, c'était le capital et le travail, mais que dans la période à venir, ce qui va être rare et donc cher, ce sera les services que nous procure la nature, et que donc c'est là-dedans qu'avant toute chose, la finance doit investir. Et de manière générale, ceux qui veulent accumuler doivent investir. Donc quand je dis ça, ça ne veut pas du tout dire qu'il y aurait de nouveaux
secteur économique et financier qui se serait substitué au précédent. Il y a toujours des banques dans lesquelles les gens sont très riches, il y a toujours des entreprises cotées dans lesquelles on peut aussi accumuler du capital. C'est pas une nouvelle manière d'accumuler qui se substitue à la seconde. C'est simplement qu'il y a une nouvelle manière d'accumuler qui coexiste avec la manière d'accumuler précédente. Et il y a, à mon sens, en ce moment, et je trouve que c'est assez visible dans les financements des élections pour lesquelles on a les données, une tension à l'intérieur du patronat qui fait que les accumulateurs de capital, si je puis dire, ne défendent pas tous en ce moment les mêmes intérêts politiques et ne défendent pas tous les mêmes orientations. Donc c'était très net au moment du Brexit, où tous les acteurs de la première financiarisation ont massivement financé le Remain, alors qu'à l'inverse, les acteurs de ce que j'appelle la seconde financiarisation, ceux dont je viens de vous parler maintenant, finançaient à l'inverse le Brexit. J'ai dit Remain ? Non, ceux de la première financiarisation Remain, ils voulaient rester dans l'Union, et les deuxièmes Brexit. Pareil pour l'élection Trump-Clinton, où là aussi on a les données. Malheureusement pour la France, c'est compliqué de les trouver. Les acteurs de la première financiarisation, donc le Wall Street officiel des grandes banques et des grands fonds d'investissement finançaient la candidature d'Hillary Clinton, qui était même surnommée candidate de Wall Street, alors que de l'autre côté, une part de ces fonds-là, ce n'est pas vrai pour Larry Fink, finançait la candidature de Donald Trump. Donc voilà, est-ce que j'ai encore 2 minutes ou pas ? J'ai 10 minutes encore ? Ah. C'est vrai. Et on a combien de temps ? 12 ? Ouais, 12. Ok. Alors, pour du coup conclure sur ce point, donc ce que je veux juste montrer, en fait, c'est que c'est intéressant quand on voit encore une fois des changements dans les modes de gouvernement, de regarder qui sont derrière, en fait, enfin, qui sont est-ce qu'il y a des évolutions, encore une fois, sociales et des évolutions dans le mode de production qui y correspondent, et de regarder aussi comment se mobilisent les acteurs qui accumulent du capital. Je ne dis pas que ce sont les seuls, je ne dis pas qu'en fait, quand un accumulateur de capital veut quelque chose, ça y est, ça se passe. Bien sûr que pas du tout, ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres groupes sociaux qui peuvent aussi se mobiliser pour faire valoir leurs intérêts. Et puis encore une fois, de toute façon, tous les accumulateurs de capital ne sont pas d'accord entre eux. Il n'en reste pas moins que c'est quand même, je pense, assez décisif de comprendre comment se mobilisent et comment défendent leurs intérêts, ce qu'on peut appeler de manière peut-être... les classes dominantes. Je ne sais pas très bien comment le dire différemment. Et donc, comment est-ce qu'il se mobilise ? Eh bien, il se mobilise d'abord via des think tanks ou via des lieux d'élaboration collective. Donc, dans le cas dans le cas américain et dans le cas britannique, ça a été beaucoup les think tanks de Tufton Street, du nom d'une rue du quartier de Westminster, qui regroupent en fait des think tanks libertariens et qui sont proches de l'alt-right américaine et qui ont des points communs qui sont donc d'être libertariens, d'être autoritaires, ce qui là encore une fois n'est pas du tout contradictoire, qui sont eurosceptiques et qui sont climato-négationnistes, même s'ils ont un climato-négationnisme plus discret ces derniers temps, mais ils viennent quand même de là. Et si j'essaye de regarder en fait quelles sont les idées, les évaluations partagées, le bon sens politique, le nouveau bon sens politique qu'ils essayent de diffuser ou qu'ils essayent de promouvoir, je pense qu'il y a 4 idées importantes qui sont leurs idées communes en tout cas. La première, dont j'ai déjà parlé, c'est une méfiance vraiment profonde vis-à-vis des régulations régionales et internationales, et vraiment l'idée qu'il ne faut pas que... Merci, qu'il ne faut pas... C'est pour ça que c'est impossible de parler debout, là. Je serais dépassée complètement. Oui, qu'il ne faut pas laisser... Alors, déjà, ils sont anti-État, mais qu'il ne faut pas en plus laisser, encore une fois, des organisations régionales et internationales organiser la coopération entre les pays dits du Nord, parce que c'est dangereux et c'est une limitation de la liberté. Mais... Là, du coup, ça excède un tout petit peu cette présentation, mais quand même un mot sur le fait que ces organisations qui ont organisé, ces organisations régionales et internationales, certes, elles ont organisé la coopération entre les pays du Nord, au profit des accumulateurs de capital évidemment, mais elles ont aussi beaucoup organisé l'exportation de la guerre dans les pays du Sud. Et donc, elles ont beaucoup organisé en fait la paix au Nord, la paix des riches, si je puis dire, pas la paix économique et sociale bien évidemment, mais l'exportation de la guerre réelle, je veux dire, au Sud. Et donc, voilà, il y a quand même à avoir en tête le fait que c'est pas que une bonne nouvelle, le fait que l'Union européenne et le FMI perdent de l'influence. En tout cas pour les pays, pour les démocraties dites de l'Ouest, des anciennes, je ne sais pas trop comment les appeler maintenant, les démocraties de l'Ouest et du Nord. Le deuxième point qui est
central pour elle, c'est le désengagement de l'État des questions climatiques et environnementales. Donc là, du coup, j'ai l'impression qu'on va pas être d'accord complètement avec Razmig. Mais en fait, ce désengagement de l'État peut prendre deux formes. Il peut prendre la forme d'un climato-négationnisme classique, comme celui de Nord Nickel Lawson ou de Jacob Rees-Mogg, qui ont créé par exemple la Global Warming Policy Foundation, qui est un gros machin climato-négationniste. Mais ça peut aussi passer parce que Daniela Gabor, je trouve, qualifiée à juste titre de consensus de Washington, c'est-à-dire une espèce d'idée qui se diffuse selon laquelle, pour venir à bout des défis posés par le développement social et le réchauffement climatique, il faut en fait mettre la finance au centre de la solution. C'est-à-dire la finance n'est pas une partie du problème, elle doit être une partie de la solution. Elle n'est même pas le problème, elle est la solution. Et pour qu'elle soit la solution, il faut la mettre au centre, encore une fois, de ce que serait une politique qui prend en charge... Enfin voilà, elle doit être au centre d'une politique qui prendra en charge les questions climatiques et les questions sociales. Et puis le dernier, en fait, ce qu'ils reprennent à leur compte, c'est vraiment, enfin voilà, cette idée, l'idée qu'il y a derrière ça. Puis j'ai vraiment fini. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est de dire qu'il y a une incompatibilité en fait entre une gestion, enfin l'idée de ces acteurs financiers et des organisations politiques qui les représentent. C'est qu'il y a une incompatibilité entre une gestion collective d'un bien naturel et sa protection. Et donc c'est l'histoire de la tragédie des communs. Et donc leur idée, c'est que en fait, pour que nous ne défendons et nous ne protégeons que ceux dont nous sommes propriétaires, et donc, pour que la nature soit protégée, il faut que chaque portion de la nature ait un propriétaire. Et quand chaque portion de la nature aura un propriétaire, alors nous serons tous, enfin, chaque propriétaire sera intéressé à défendre son bout de nature et donc, par définition, le protégera. Donc, l'extension de la privatisation ou de la mise en actif de la nature, en fait, ce serait la clé de sa protection et du coup, la clé de la résolution, d'une part, du problème environnemental. Et enfin, le dernier point qui est d'évaluation partagée, de nouveaux bons sens politiques qu'il diffuse, c'est ce qu'on pourra appeler la self-ascetization, c'est-à-dire la mise en actif de soi-même. C'est donc une certaine idée, une certaine façon de se représenter l'individu comme un actif qui serait pleinement, c'est-à-dire nous serions pleinement libres, voilà, l'État ne doit n'entraver en aucun cas ce que nous sommes libres de faire et de posséder. Encore une fois, libre de faire sur le plan de la propriété et libre de posséder. Mais du coup, nous sommes aussi pleinement responsables de notre éducation, notre santé, notre mort, notre formation, etc. Donc l'idée étant que cette liberté de propriété de soi, cette propriété radicale de soi-même, va aussi avec la responsabilité radicale sur soi et avec l'idée du coup que on peut accuser quelqu'un d'une mauvaise gestion de lui-même, c'est-à-dire tu as un cancer, oui mais c'est parce que tu as fumé, tu n'as pas de retraite, oui mais c'est parce que tu n'as pas suffisamment anticipé, tu ne t'es pas bien géré comme actif, tu n'as pas mis de côté autant que tu aurais dû mettre de côté, ton enfant ne va pas à l'université, oui mais là encore, quelle gestion, enfin voilà, on doit rendre des comptes sur sa gestion de soi. On peut nous demander des comptes sur la gestion que nous avons eue de nous-mêmes, comme si nous étions encore une fois nous-mêmes un actif. Et je pense que là, on a un peu quand même c'est la fin, on a un peu les bases de ce que serait un nouveau bon sens politique qui se diffuse et qui, encore une fois, pousse vers cette sortie de la période néolibérale et vers une tendance davantage autoritaire et, à mon sens, libertarienne. Alors pour faire la jonction, par rapport aux éléments qui ont été présentés là, et je pense qu'ils permettent de réfléchir à ce qui se passe dans la classe dirigeante, la question c'est est-ce que ce type de bon sens libertarien ou d'idéologie autoritaire peut devenir hégémonique, c'est-à-dire peut gagner les consciences de manière générale. Est-ce que le libéralisme ou le néolibéralisme autoritaire donc peut, à la différence du néolibéralisme, dont une des caractéristiques, je trouve, tu l'as évoqué avec les résistances à partir des années 90, le mouvement altermondialiste, etc., n'a jamais eu d'emprise véritablement majoritaire dans les populations. Chez les classes dirigeantes, bien sûr, mais en tout cas en France, c'est aussi des caractéristiques dans notre pays d'avoir toujours résisté et d'avoir jamais en fait cru à tout le blabla de Sarko, de Macron, etc. Et du discours néolibéral. Mais est-ce que ce néolibéralisme autoritaire peut, lui,
parvenir, je pense notamment pour moi avec l'usage du coup du racisme comme liant des classes dirigeantes, comme une manière de diviser les classes populaires, et du coup l'intérêt de l'alliance avec l'extrême droite de ce point de vue-là. Asmig, qu'en penses-tu? Merci pour cette importante question. Alors pour moi la réponse elle est clairement non. Le néolibéralisme autoritaire ne peut pas être hégémonique. Évidemment, je prends un peu des risques en disant ça, on verra ce qui se passe dans les années qui viennent, mais je vais essayer de vous dire pourquoi. Il faut repartir de la définition de ce que c'est qu'une hégémonie. Hein, si on veut savoir si telle ou telle chose peut être hégémonique ou pas, il faut d'abord se demander ce que c'est qu'une hégémonie. Et là, on peut partir de Gramsci, qui est le théoricien principal à l'époque contemporaine de l'hégémonie. Mais en réalité, la définition de l'hégémonie de Gramsci, elle a une longue histoire, et notamment, il emprunte des éléments à Machiavel, donc ça remonte à très très loin. Une manière parmi d'autres de définir l'hégémonie chez Gramsci, aussi bien que chez Machiavel, c'est de dire que l'hégémonie, c'est un mélange de force et de consentement. La force et le consentement. Okay, c'est ça une hégémonie. Et la dialectique des deux, elle est en fait assez simple, c'est que dans les périodes où vous avez du consentement, il n'y a pas besoin de force. La force est toujours là, bien sûr, elle est en arrière-fond, en quelque sorte. Il y a le consentement de larges portions de la population, et donc avec ce consentement, en quelque sorte, la police, l'armée peuvent rester en arrière-fond. A l'inverse, quand la force augmente, quand le degré d'autoritarisme augmente, ça veut dire mécaniquement que d'une certaine manière, le consentement est en train de diminuer, parfois même en chute libre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de consentement, mais ça veut dire que l'assiette, en quelque sorte, ou l'assise du consentement est insuffisante à tel point que les solutions autoritaires, bon, vous avez compris que c'est la situation actuelle que je suis en train de décrire. La formule de Gramsci pour définir l'État moderne, bon, on pourrait développer longuement, c'est de dire une hégémonie cuirassée de coercition. Okay, donc quand il y a de l'hégémonie, d'une certaine façon, il y a toujours de la coercition en arrière-fond, parce que l'ordre capitaliste est toujours un ordre qui est en quelque sorte basé sur l'armée, la police, etc. Mais c'est quand l'hégémonie en vient à décliner, c'est-à-dire la part de consentement de l'hégémonie qui en vient à décliner, que la part de la force augmente. Et donc la raison pour laquelle, pour répondre à ta question très clairement, mais aussi en prenant un petit risque, mais je crois que c'est la raison pour laquelle c'est pas une hégémonie, c'est parce que le degré de combativité en France ou ailleurs, le degré de conflictualité, le degré de répression par la police et par l'armée non seulement en Europe mais ailleurs, augmente, et que ça c'est généralement le symptôme d'une absence de consentement et par conséquent d'une absence d'hégémonie au sens strict. Ça ne veut pas dire que nous, socialistes, communistes, insoumis, etc., on va pour autant gagner et renverser l'ordre existant. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, évidemment. Okay, évidemment, il peut y avoir une dimension de force à l'ordre existant et qu'il n'y ait pas d'alternative. Ça arrive même très souvent, malheureusement, une situation où la force et l'autoritarisme augmentent ne débouche pas nécessairement sur une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Gramsci, il a une expression pour qualifier ces situations où la force prévaut par rapport au consentement, c'est ce qu'il appelle une domination sans hégémonie. Une domination sans hégémonie. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire qu'il y a de la répression, mais il n'y a pas d'hégémonie. Dans l'histoire du néolibéralisme, parce que je ne sais pas ce que vous en penseriez, mais il y a peut-être eu une courte période dans les années 90 où on peut dire qu'il y a eu une forme d'hégémonie du néolibéralisme avec un consentement important. C'est la période de Blair, Schröder, vous voyez Clinton, etc., au milieu des années 90, où vous aviez une espèce de bon sens, en effet, je reprends ton terme, Marlène, qui est aussi d'ailleurs un terme de Gramsci, où il y avait un consentement de secteurs de la population relativement important. Bon. Mais je pense que depuis cette courte période, du fait des contestations, mais aussi du fait que le néolibéralisme n'a pas offert les fruits qu'il avait prétendu offrir à de larges portions. Vas-y, je t'en prie. Non, je vais rebondir parce que les exemples que tu me donnes, c'est intéressant, c'est les sociolibéraux. Oui, exactement. Blair, Schröder, Clinton. Peut-être qu'il y a un lien là-dedans en s'appuyant sur une base sociale de gauche ou progressiste. Voilà, oui, absolument, tu as raison. Ce que j'évoque là, c'est ce qu'on appelait aussi la troisième voie, qui a été théorisée notamment par un type qui s'appelle Anthony Giddens, qui était l'intellectuel organique, si on veut, du blairisme. Ça a eu qu'un temps, ça a fait illusion qu'un temps, évidemment ça n'a pas donné moins, et ça a donné lieu, entre autres choses, à la dislocation de la social-démocratie, dont la France insoumise, etc., sont aussi des produits, d'une certaine manière. Bon, enfin, c'est une autre. Alors, pour parler de ces situations de domination, et tu m'interrompras sans hésiter, si. Pour parler de ces situations de domination sans hégémonie, il y a un concept que je crois il faut remettre en circulation, qui est le concept d'étatisme autoritaire de Poulantzas. Étatisme autoritaire de Nikos Poulantzas. Nikos Poulantzas, c'est un marxiste de la génération suivante de Gramsci, donc c'est les années 60-70, et qui a développé dans son dernier bouquin en 78 justement ce concept d'étatisme autoritaire, qui est à mon avis une manière alternative assez intéressante, compatible mais quand même
enrichissante de prendre le problème du libéralisme autoritaire. Alors je vous dis juste 2 mots de ça et après on passe au débat. Poulantzas, il part de Lénine, d'une intuition de Lénine. Lénine disait dans l'État et la Révolution que la démocratie est la meilleure enveloppe pour le capitalisme. Que ce qui caractérise le capitalisme de son époque, à Lénine, c'est l'alliance du capitalisme et de la démocratie, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Il parle d'enveloppe, Lénine. Okay, donc c'est une fusion des 2 dynamiques qui sont celles de la démocratie parlementaire, évidemment, pas la démocratie des soviets, la démocratie des parlements d'un côté, et de l'autre, du capitalisme. L'intuition de Poulantzas dans les années 70, c'est qu'on sort précisément dans les années 60-70 de cette alliance du capitalisme et de la démocratie parlementaire qu'avait identifié Lénine dans les années 10 et 20. Okay, qu'il y a une disjonction qui s'opère entre le capitalisme et la démocratie. La principale raison qu'identifie Poulantzas pour analyser et expliquer cette disjonction, c'est de dire qu'en fait, la démocratie, ça devient trop coûteux pour le capitalisme. Parce que quand on laisse la parole aux gens, il y a toutes sortes de revendications qui se font jour, des revendications en termes de protection sociale, en termes de santé, en termes de bien-être, en termes d'assurance chômage, en termes de retraite, etc., etc., et que tout ça pèse à la baisse sur le taux de profit. Donc en gros, la dynamique de la démocratie parlementaire, les élections, etc., ça consiste à donner au capitalisme trop de coûts en quelque sorte, ça devient trop coûteux, d'ailleurs Poulantzas n'est pas le seul à avoir fait cette analyse, et ça implique que le capitalisme est obligé de muter et de se disjoindre, de se séparer de la démocratie parlementaire. Bon, l'étatisme autoritaire, c'est le fruit de cette dynamique-là. Okay, c'est le fruit de la disjonction d'une alliance qui avait été identifiée par Lénine et qui, 50-60 ans plus tard, Poulantzas en fait le constat, est en vent. C'est un concept extrêmement intéressant et qui me semble parfaitement applicable à notre situation présente. Quelques points juste pour préciser, et après, si tu veux réagir, vas-y. J'arrête. 3 minutes, c'est très bien, t'inquiète, je dirai. L'étatisme autoritaire, ce n'est pas les États exceptionnels, ce n'est pas le fascisme, ce n'est pas les dictatures. Poulantzas, il prend soin de bien distinguer la situation de l'étatisme autoritaire, donc de l'évolution autoritaire des démocraties représentatives, de systèmes comme le fascisme moussolinien ou évidemment le nazisme hitlérien. C'est 2 types de régimes qui sont différents. En fait, ce que dit Poulantzas, c'est que l'étatisme autoritaire, c'est le fruit d'une évolution endogène des démocraties. Ce n'est pas un système autre, c'est d'une certaine manière l'évolution, entre beaucoup de guillemets, naturelle de la démocratie, au moment où justement cette disjonction entre le capitalisme et la démocratie se fait jour. Donc ça, c'est un point très important. Il n'est pas en train de dire que c'est une dictature, il n'est pas en train de dire, Poulantzas, que c'est le fascisme qui s'instaure dans les années 70. Je pense que c'est vrai, d'où la différence avec Lordon, d'ailleurs. Si tu veux, on pourra revenir sur le débat Poulantzas-Lordon, qui évidemment n'aura jamais lieu, mais que nous, on peut évidemment reprendre. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. En fait, ce que dit Poulantzas, c'est que dans l'étatisme autoritaire, des éléments normaux, entre guillemets, de la démocratie et des éléments exceptionnels, donc autoritaires, cohabitent dans ce même système. Donc ce n'est pas du fascisme. Et dernier point, et ça répond, je pense, à ta question, et j'arrêterai après ça, ce que dit Poulantzas, c'est que les États autoritaires sont des États faibles. C'est des États faibles justement parce qu'ils ne peuvent utiliser que la force et pas le consentement, parce qu'ils n'ont plus le moyen d'acheter le consentement des masses. Ils ne peuvent utiliser que la force pour essayer de faire en sorte que l'ordre établi se maintienne. Okay, et donc, je reviens à ta question, qui est de dire, est-ce qu'une hégémonie est possible de l'autoritarisme, de libéralisme autoritaire? Si on prend cette grille d'analyse, ce n'est pas possible parce que la part d'autoritarisme dans le système est trop forte et que le consentement de la population, en tout cas de larges portions de la population, évidemment, ne s'obtient pas à coup de matraque et à coup de répression. Merci à tous les deux, c'était passionnant. On a un peu débordé, mais je pense que ça valait le coup de pouvoir entendre ces analyses, mais on a un petit peu de temps pour vos contributions, vos questions. Donc, on va faire tourner un micro. Je ne sais pas qui peut... Ah, tu le fais? C'est bon. Antoine va faire tourner. On va essayer d'alterner, femme-homme, si vous voulez bien. Donc, il y a déjà une première camarade. On a 10 minutes pour échanger. Comme ça laissera le temps aux 2 intervenants, 5 minutes chacun, pour pouvoir répondre, compléter, et puis vous donner aussi des pistes pour aller plus loin dans la réflexion. Vas-y. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Ma question porterait sur l'utilisation des outils de surveillance, et je pense aux outils de surveillance numérique qui facilitent justement la mise en place de cet autoritarisme. Voilà. On le prend un bloc. Merci.
Vraiment, c'était très intéressant vos interventions. Voilà, il y a un moment, j'ai cru comprendre chez la première intervenante qu'on allait parler de la lutte de classe. Hein, il y a eu les conflits sociaux, etc. Mais lutte de classe, non. Et ça a bifurqué vers le mode d'accumulation du capital. Alors la lutte de classe, ça se passe aussi dans les entreprises. Et je pense que de ce point de vue-là, les événements qui ont tourné autour de mai 68, un peu avant et un peu après, sont essentiels dans l'évolution historique que vous avez retracée. Le taylorisme était remis en question, le mode d'exploitation de la main-d'œuvre a été remis en question. C'était l'époque de halte aux cadences infernales, aux grèves d'OS, etc., etc. Et je pense que ça a joué un rôle dans la transformation du libéralisme. C'est pas pour rien que Poulantzas a été cité, à ma grande joie. C'est un enfant de 68. Hein, c'est pas pour rien. C'est les années 70. Voilà. Et juste une question, ça c'était pas une question, c'était une réflexion. Pourquoi vous n'avez jamais parlé d'ordolibéralisme, qui est un mot qui a été utilisé, voilà. Merci. Il y a une camarade, voilà, pour alterner. Ensuite, juste derrière, après. Et il y a 2 camarades hommes. Et si on pouvait avoir une autre femme. Oui, il est là. Merci pour la conférence passionnante. Vous avez dit à l'instant que les États autoritaires, ce sont des États faibles puisque finalement ils n'utiliseraient que la force. Est-ce que avec ce cycle de mobilisation qu'on a vu ces derniers mois, on ne pourrait pas dire que justement le consentement de la population est tellement bas qu'on ne se dirigerait pas vers un véritable État autoritaire tout court ? Merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais revenir sur une question que tu avais posée, Daniel. On a parlé de la contestation, enfin de la répression de l'autoritarisme, notamment contre les manifestations, contre les demandes de revendication. On a aussi une augmentation des discriminations. Est-ce que c'est notamment aussi par les macronistes? Est-ce que c'est simplement une diversion ou est-ce qu'il y a vraiment un autre objectif dans cet autoritarisme et dans la montée des discriminations? Oui, merci à tous les trois. Rapidement, je crois qu'il y a une fâcheuse tendance en France à confondre les termes libéralisme et néolibéralisme. Le libéralisme, à l'origine, est politique. Il parle des libertés et de l'égalité en droit. Et c'est dans le cadre de ce libéralisme qu'il y a eu une radicalisation vers la gauche, si l'on peut dire, qui a posé le problème du fait que l'égalité en droit ne suffisait pas sans un minimum de degré d'égalité sociale. Ce qui fait que Rousseau lui-même est un continuateur, et en un sens on peut dire Marx est un continuateur du libéralisme. Et dans le monde anglophone, libéralisme, ça veut dire de gauche. Parce que le libéral par excellence dans le monde anglophone, c'est Keynes. Ce n'est pas du tout le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, c'est construit véritablement au sens aujourd'hui où on utilise le terme lui-même est apparu, non pas en réaction marxiste, mais en réaction au keynésianisme. Parce que c'est après la Deuxième Guerre mondiale que ça se construit de manière plus forte et ça va donner Thatcher et Reagan. Et là, j'en viens donc très vite à ce que je voulais dire. Donc dire que le néolibéralisme défend les libertés, c'est rentrer dans la logique, dans la propagande du néolibéralisme. C'est complètement faux, parce que le néolibéralisme, c'est quoi? C'est le volet strictement économique poussé à l'extrême. Hein, et c'est mettre le volet économique au-delà du politique. Ce qui fait que le néolibéralisme, Thatcher-Reagan, a de manière inhérente une tendance à l'autoritarisme. Parce qu'à partir du moment où on démantèle les conquêtes sociales, on ne peut qu'être autoritaire. Ça donne l'État fort, ça donne l'État Thatcher, qui était un État hyper répressif, et ça donne Reagan, et ça donne 2 millions d'emprisonnés aux États-Unis. De loin, la plus grande population carcérale du monde.
Donc, le néolibéralisme, ce n'est pas la défense des libertés. Le néolibéralisme, c'est Pinochet, hein, l'origine. La première expérience néolibérale, c'est Augusto Pinochet. Donc, il ne faut pas confondre les genres, je crois. Hein, c'est important d'expliquer que le néolibéralisme, c'est ça, l'ennemi, que la conséquence du néolibéralisme, c'est l'autoritarisme, c'est même le néofascisme poussé à l'extrême, hein, et que le libertarianisme et tout, c'est des manières, à la limite, c'est des extravagances dans le cas de néolibéral, mais c'est le néolibéralisme lui-même qui porte en lui, comme disait l'autre là, hein, comme Jaurès avec la guerre et le capitalisme, eh ben, le néolibéralisme porte en lui-même hein, la tendance à l'autoritarisme. Et une dernière, désolé. Merci. Je voudrais faire des remarques rapides sur surtout la dernière intervention de Razmig. Il me semble qu'il ne faut pas sous-évaluer les degrés de consentement de ce qu'on appelle le néolibéralisme autoritaire, hein, dans lequel l'autoritarisme n'est pas dirigé contre la majorité de la population. Et il y a des configurations présentes en Europe en ce moment, je pense à l'Italie, mais aussi l'Hongrie ou d'autres pays, dans lesquels un autoritarisme qui s'exerce en direction des minorités, parfois fabriquées par le pouvoir comme minorités. Ce n'est pas forcément des minorités, mais bon, des minorités raciales, des minorités politiques, etc., repose sur le consentement d'une majorité de la population. Et donc, dans ce sens, ce que tu dis, ça ne peut pas être hégémonique, j'ai un doute là-dessus. Et toujours sur la question de l'hégémonie, je ne pense pas non plus que le néolibéralisme autoritaire se pose en rupture avec l'hégémonie néolibérale. Le néolibéralisme, c'est un paradigme, hein, très flexible d'ailleurs, hein, parce qu'il prend des formes différentes dans des contextes différents, mais qui va de Pinochet, en effet, qui était l'expression d'une application politique du paradigme néolibéral, jusqu'à Anthony Giddens et au premier Tony Blair. Hein, donc on voit que politiquement, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder à l'intérieur du même paradigme. Et, bon, je vais faire court, mais si on regarde ça, non pas comme une rupture hégémonique, hein, mais comme l'expression d'une trajectoire du néolibéralisme qui va vers des formes autoritaires en Europe. Hein, ce n'est pas nouveau, parce que, encore une fois, c'est vrai que Pinochet, c'était il y a 50 ans. Donc, mais c'est nouveau en Europe que le néolibéralisme prenne cette forme-là. Je pense que ça repose sur un vrai consentement. Hein, et ça risque d'arriver en France. Pas tellement, je ne pense pas tellement à Macron qui a des positions de repli par rapport à une politique qui effectivement est minoritaire dans l'opinion. Et donc il y a des formes de culture autoritaire défensive, disons. Mais les projets de l'extrême droite, hein, l'autoritarisme de l'extrême droite, je l'ai dit en des mots, est pour moi de la continuité néolibérale. Ça s'adresse à des classes qui sont pénalisées par les politiques néolibérales, mais qui, pour dire vraiment synthèse maximale, considèrent d'une certaine façon que ces politiques sont inéluctables. On ne les aime pas. Hein. Mais il n'y a pas d'autres stratégies possibles, crédibles, réalistes, applicables. Hein. C'est là la route qu'il faut suivre. Et donc, comme il y a des coûts à payer, faisons en sorte que ces coûts ne retombent pas sur nous. Faisons en sorte que les coûts qu'il faut payer pour suivre la route qui est la seule route envisageable retombent sur des couches minoritaires de la population. D'où l'aspect autoritaire. Hein. En gros, si on est dans des blancs de souche française, etc., l'extrême droite nous met à l'abri des coûts qu'il faudra quand même payer d'une façon ou d'une autre. Hein. Et donc, c'est cette forme de consentement, non pas direct, ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est très, très loin de l'enthousiasme, mais c'est un appui à des politiques qu'on considère inéluctables, douloureuses, et
un appui à l'extrême droite qui est fondé sur l'idée que des coûts qu'on devra payer, bon, l'extrême droite, on nous mettra à l'abri. Ça sera quelqu'un d'autre qui va les payer. Et donc, dans cette logique-là, c'est dans la continuité de l'hégémonie néolibérale et ça s'appuie sur une forme de consentement. Désolée, il y aura certainement plein de choses à continuer à discuter après et dans d'autres conférences jusqu'à ce soir. Oui, on va pouvoir laisser aux... Merci beaucoup. Ma question est très courte et elle rejoint peut-être la première question de la dame sur les méthodes de surveillance. Est-ce que vous ne pensez pas que le consentement peut aussi arriver par cette mainmise du néolibéralisme dans l'information et dans la presse ? Et de l'hégémonie de la presse sur l'information, quoi, parce que comment va passer l'esprit critique à travers une presse qui ne sera plus indépendante. Merci beaucoup. On laisse la parole. Merci pour toutes ces questions, c'est très intéressant. Alors, je ne vais pas répondre à tout parce qu'il reste très peu de temps. La première chose, c'est sur les questions qui ont été posées sur l'hégémonie culturelle, qui est une remarque que Stéphano faisait à Razmig sur le fait qu'il n'était pas tout à fait convaincu sur la question de est-ce que oui ou non cette tendance autoritaire peut ou non devenir hégémonique sur le plan culturel. Moi, je ne partage pas non plus complètement ce qu'on pourrait appeler une forme peut-être d'optimisme. Et pour plusieurs raisons, parce que bien sûr qu'à l'heure actuelle, par exemple si on prend le cas de la France, évidemment que Emmanuel Macron est très impopulaire et qu'on n'a absolument pas l'impression qu'il fasse, il ne fait d'ailleurs de fait pas l'objet d'un consentement où sa politique ne soulève pas l'enthousiasme ni même une forme d'acceptation, d'acceptation neutre. Globalement, oui. Peu de gens sont en accord avec ça. Mais en fait, la question, c'est si on regarde les raisons que les gens mettent en avant pour ne pas être d'accord avec ça. Et ma perception, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment deux lignes majeures de désaccord et deux formes d'hégémonie culturelle en puissance, si je puis dire, qui s'opposent ou qui coexistent en ce moment. Une qui serait effectivement de contester les orientations politiques actuelles sur des bases sociales, sur des bases égalitaires, sur des bases plus justes, plus inclusives. Et puis une autre que moi je trouve extrêmement présente et qui est de critiquer la politique actuelle et de lire de manière générale le monde à travers des grilles de lecture et ce que j'essaie d'appeler un nouveau bon sens politique, dont j'espère qu'il ne va pas devenir un nouveau bon sens politique, mais qui néanmoins quand même qui est une musique qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire à travers une grille de lecture qui est aujourd'hui assez proche de la grille de lecture de l'extrême droite. Et par exemple, un truc vraiment intéressant à faire, c'est de se pencher, moi je ne le fais pas du tout, donc je suis d'autant plus à l'aise pour en parler, mais il y a des sociologues qui font ça et c'est vraiment intéressant. Il faut regarder les médias très populaires au sens pas de classe populaire, au sens de très consommé. Par exemple, donc j'en parlais tout à l'heure, je pense au travail de Claire Secaille sur TPMP, l'émission qui est animée par Cyril Hanouna, et qui s'est amusé, qui a essayé justement de relever quelles sont les formules, les idées qu'il avance le plus souvent et les orientations politiques qu'il défend le plus souvent, et qui montre très bien à quel point est-ce qu'il est en fait la plupart du temps en train de faire de la propagande et de relayer des éléments de ce cadrage en fait d'extrême droite de la vie publique. Et ça, ce sont des émissions qui sont regardées par plein de gens, de la même manière sur les réseaux sociaux. En ce moment, par exemple, voilà, c'est tout à fait anecdotique. Je passe un peu trop de temps sur Twitter, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Et je ne cesse de voir un truc qui n'existait pas avant, des gens qui ne sont plus d'accord pour payer pour les enfants des autres. Et qui disent, je ne veux plus être dérangé par les enfants des autres. Après tout, c'est vos enfants, vous les assumez, il n'y a pas de raison. Et en plus, c'est très, 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 très pervers parce que souvent, le discours de départ peut être un discours féministe, c'est-à-dire j'ai le droit de ne pas faire d'enfant. Et donc là, évidemment, on adhère à 100%, venant d'un homme aussi, on n'est pas là pour se reproduire, etc. Évidemment. Et puis ensuite, le truc bouge vers, en fait, tu es responsable de toi-même, tu es responsable de ta progéniture, tu payes pour ta progéniture. Donc, on est contre les allocations familiales, on est contre la CAF, on est contre le fait que des mairies payent des cantines, alors qu'après tout, moi, je suis citoyen de cette ville. Est-ce que j'ai envie qu'une part des impôts que je paye, elle à la cantine de, je sais
pas quoi, alors que moi je veux pas faire d'enfant. Donc, et ça, tout ça, ça va dans le sens de ce que j'appelle la self-facetization, c'est-à-dire vraiment une idée où je suis propriétaire de moi-même et des miens si j'en ai fait. Et je paye du coup pour eux, je paye pour mon cancer, je paye pour mes enfants, je paye pour ma retraite, je paye pour ma formation, et terminé. Donc voilà, moi je trouve que ces lignes culturelles-là, enfin ces idées-là se diffusent, se répandent sur des choses très... Voilà. Il faut couper, pardon. Et alors, donc, du coup, là, c'était juste sur l'hégémonie culturelle. Sur la question de la lutte des classes, je suis tout à fait d'accord. Je viens plutôt, et politiquement et sociologiquement, d'une tradition où je regardais les choses du point de vue des classes qui travaillent, au sens, c'est-à-dire qui échangent un salaire contre du travail et contre des choses qu'elles produisent, que ce soit des services ou des biens. Et je trouvais qu'on manquait un tout petit peu d'analyse sociologique sur la manière dont on accumule précisément, qui est souvent laissée à des économistes, qui pour certains sont très fréquentables et pour d'autres beaucoup moins. Et donc je trouvais intéressant en fait de regarder aussi les choses par en haut, mais en tout cas pour répondre, pas à partir de mon cas particulier, et, évidemment en fait qu'à chaque mode d'accumulation correspondent des modes d'exploitation particuliers. Et dans les modes d'exploitation qu'on voit apparaître, et là du coup je sais qu'il y a eu, malheureusement j'étais pas là, une conférence avec ma collègue Sophie Bernard et d'autres gens autour d'Uber et de ces nouvelles manières de travailler. Par exemple, dans les modes d'exploitation nouveaux qui correspondent assez bien à cette histoire de self-facetization, il y a cette idée qu'on est chacun une mini-entreprise, donc on n'est plus salarié d'une entreprise, on est des sortes de prestataires de force de travail, et donc c'est une sorte d'intérim poussé à l'extrême où vous êtes chacun, en fait, nous sommes tous auto-entrepreneurs et nous sommes tous une force de travail qu'on loue ponctuellement à la demande, et du coup, en fait, notre employeur n'est plus vraiment notre employeur puisqu'il est un locataire ponctuel de notre force de travail, et donc n'a plus aucun devoir, il n'y a plus en tout cas de code du travail qui permettent d'encadrer tout ça, encore moins d'organisation syndicale, etc. Il faut vraiment que j'arrête, pardon. Alors, je suis vraiment très, très embêtée, en désaccord et dérangée par ton intervention. Du coup, Gilbert, et je suis désolée de ne pas avoir complètement le temps d'y répondre totalement. Ce avec quoi je suis d'accord, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis du libéralisme économique, je suis entièrement d'accord sur ce que tu dis des liens de Marx et du libéralisme économique. Globalement, la critique que Marx fait de l'égalité des droits, qui est une critique qui est en fait assez proche de la critique qu'il fait des socialistes utopiques, et la manière ensuite... je suis d'accord avec cette histoire, Et oui, on peut considérer que, il y a évidemment une tradition de gauche, je ne sais même pas si ça a un sens là du coup dans cette configuration historique, mais j'entends tout ce qu'il peut y avoir eu de progressiste dans le libéralisme politique. Et j'entends, cela dit, de là à trouver une filiation avec Marx, je pense que c'est comme... Enfin, il y a aussi des éléments de critique très nets, donc bon. Mais j'entends tout ça. Après, et ça, c'est un point avec lequel je suis d'accord, et je suis d'accord qu'on fait un usage probablement abusif quand on parle de libéralisme, qui est aussi dans le titre de la conférence. Ensuite, c'est vrai que le libéralisme dont on parle, quand on en parle aujourd'hui, ne fait pas absolument référence aux libéraux du 19e siècle. Cela dit, concernant le néolibéralisme, là, je pense vraiment qu'il y aurait effectivement des éléments de définition beaucoup plus précis à donner, parce que dans ce que tu dis du néolibéralisme, en fait, il n'y a plus de possibilité de distinguer Hillary Clinton de Donald Trump, par exemple. Il n'y a plus de possibilité de distinguer Biden de Meloni en Italie. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est des néolibéraux, tout ça, c'est Pinochet, tout ça, c'est 8. Et en fait, non. C'est-à-dire, en fait, dans la vraie vie, c'est pas pareil d'être en Italie sous Meloni ou d'être... donc ça, pour moi, c'est très important de pas... En fait, si on dit tout de suite, oui, le néolibéralisme, c'est l'autoritarisme, c'est le proto-fascisme, et hop, et bah, du coup, il n'y a plus de distinction possible. Et je pense très loin de moi l'idée de penser que le néolibéralisme protège la démocratie ou garantisse des droits démocratiques. J'entends que tu aies voulu rappeler que, bien sûr, qu'il y a évidemment que quand on considère que la liberté du capital est première, forcément qu'au bout d'un moment, les gens ne sont pas contents, et forcément qu'on va avoir un État autoritaire. Donc, bien sûr qu'il y a des racines structurellement autoritaires politiquement dans un État, dans une société qui est néolibérale sur le plan économique. Mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même un problème à... Voilà, je vais m'arrêter. À englober toutes ces expériences, à mettre toutes ces expériences sous le même terme. Oui, en 1 minute, c'est ça ? De toute façon, je n'ai pas vraiment de réponse aux questions, donc c'est des questions tout à fait passionnantes. Non, mais
c'est des questions tout à fait passionnantes et j'espère, et j'en suis sûr d'ailleurs, que l'Institut La Boétie va continuer à travailler ces questions-là dans la longue durée. Vite fait, hein, tu me coupes. D'abord sur le consentement, évidemment, il y a tout un débat à avoir, à la fois à partir de données empiriques, mais aussi sur la définition de ce qu'on appelle le consentement. Moi, je pense que ce que tu évoques, c'est aussi le symptôme de la faiblesse de notre camp à nous, la gauche. C'est-à-dire que le fait que les gens consentent, ou en tout cas ont l'air de consentir, c'est aussi la manifestation du fait que jusque récemment en France en tout cas, grâce à nos camarades de la France Insoumise, les choses sont en train de changer, mais pendant longtemps il n'y a pas eu d'alternative à ça. Et on pourrait même dire que la rapidité relative, une dizaine d'années avec laquelle un bloc populaire, pour reprendre ton expression, est en train d'être construit, ça montre aussi à quel point quand une alternative émerge, eh ben, le consentement il s'effrite peut-être davantage encore. C'est une hypothèse, il faudrait en discuter. Mais il faut aussi d'une certaine manière considérer que et je pense que Gramsci et Poulantzas sont des gens qui vont dans ce sens-là, que le consentement est quelque chose qu'il faut concevoir dialectiquement, en quelque sorte. Comme s'il y a une alternative, alors évidemment, le consentement se divise et il apparaît comme étant moins fort que ce qu'il avait l'air d'être quand il n'y avait pas d'alternative. Deuxièmement, un truc qu'il faudrait faire, en effet, c'est faire des histoires du libéralisme et du néolibéralisme en combinant la perspective de l'évolution des formes d'accumulation, qui est ta perspective, et des formes de contestation. Ça, je pense que ce serait extrêmement fécond et intéressant. Peut-être que ça convergerait, et je suis... bon. Sur État autoritaire, tu voulais dire le fascisme, purement et simplement. Alors là, il y a, je pense, un auteur en particulier qu'il faut lire, c'est Enzo Traverso. Enzo Traverso est quelqu'un qui a consacré beaucoup de temps ces dernières années à essayer de réfléchir à la manière dont on peut ou pas caractériser de fasciste. Bon, et donc il y a tout un écho aussi à Lordon que tu évoquais. Son choix à lui, mais qui est discutable, c'est de choisir le terme de post-fasciste. Et l'un des arguments qu'il met en évidence, c'est notamment le suivant, c'est que les régimes fascistes, à proprement parler, sont des régimes de mobilisation de masse. Aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation de masse, en tout cas pas au sens du fascisme, évidemment. On verra. Évidemment, l'avenir est toujours ouvert. Mais le type de mobilisation de masse que l'on constatait dans l'Italie de Mussolini ou dans l'Allemagne nazie, évidemment, ce n'est pas quelque chose que l'on constate à l'heure actuelle dans nos sociétés. Cette mobilisation de masse des régimes fascistes, elle passait par l'existence de tout un réseau d'associations culturelles, sportives, etc., qui étaient en quelque sorte les racines des partis fascistes dans les sociétés civiles des pays concernés. Ça n'existe pas aujourd'hui. Okay, donc c'est une différence parmi d'autres. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun élément fasciste dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Probablement pas. Enzo Traverso, il va, je pense, éclairer pas mal de tes questionnements. Dernier point, juste pour ouvrir la discussion, Javier Milei, qui est l'Argentin que tu évoquais, qui est un libertarien qui vient de gagner les primaires en Argentine. Il y a des primaires obligatoires en Argentine et il est arrivé en tête. C'est un libertarien extrêmement effrayant, un admirateur de Trump et de Bolsonaro. C'est aussi quelqu'un qui est favorable à la mise en place d'un marché des organes. Et l'argument, c'est de dire que ça fait de l'argent de poche pour les pauvres. En gros, c'est ça, c'est fondamentalement ça l'argument. C'est un argument purement cynique qui consiste à dire qu'on va marchandiser le corps des individus et leur permettre d'acheter et de vendre leurs propres organes. Okay, vous voyez, je dis les choses telles qu'il les dit lui-même. Il est évident que du point de vue d'un libéral classique et même de certains néolibéraux, c'est une dramatisation de la situation, une dramatisation du processus de marchandisation qui est sans doute inédit dans l'histoire du libéralisme et du néolibéralisme. Donc c'est bon. J'espère qu'il ne va pas gagner. C'est pas le plus probable à mon avis, mais bon, il est quand même bien placé. Okay. Merci à tous les deux, c'était passionnant et j'espère que ça vous a donné envie de suivre les travaux de l'Institut La Boétie, je vous le rappelle, quelles que soient les chaires. Et on ne peut pas terminer une conférence aux amphis sans rappeler qu'il y a tout un ensemble de mobilisations parce que tous ces débats, ils servent à nous éclairer pour l'action. Et donc, vous le savez, on a une grande date de mobilisation prévue le 23 septembre. Il y a du matériel à disposition. N'hésitez pas à vous en saisir et qu'on soit nombreux et nombreuses pour faire élargir notre camp populaire et mettre à bas tous ces mouvements réactionnaires de droite et d'extrême droite. Merci à tous. Merci à toi, Daniel.